Alors, on était justement sur cette thématique du conseil. On a évoqué l'authenticité. Je remplis ma lettre de motivation de la façon la plus sincère possible. On peut également parler de méthode. Mm. C'est important aujourd'hui d'acquérir une méthode. On parle beaucoup d'apprendre à apprendre. Il faut voilà, rentrer dans cette logique d'efficacité et de bonne méthode. Et Parcoursup, ça peut être un bon moyen. Ah, le Parcoursup est un bel outil qui peut être, j'allais dire, le socle d'une méthode de recherche, d'enquête vis-à-vis de ce qu'on souhaite faire, de ce qui est proposé, parce qu'on va peut-être découvrir des choses qu'on qu'on avait peut-être près de chez soi, mais dont on n'avait pas la connaissance initiale. Au-delà de Parcoursup, qui est un outil, et le piège aujourd'hui, on le sait, c'est de dématérialiser tout, de faire tout à distance. J'ai un conseil supplémentaire vis-à-vis des jeunes et de leurs parents. Allez sur place, dans les établissements, pour les rencontrer, pour sentir l'ambiance, tâter l'ambiance, profiter des journées portes ouvertes. Beaucoup d'écoles, beaucoup d'établissements proposent aussi des immersions. Profitez de tout ça parce que ça va vous donner un éclairage différent et complémentaire de ce qu'on peut découvrir à travers un site, une brochure et ce qui dispose sur Parcoursup. Les, Clairement, les portes ouvertes, on donnera les dates là Oui, tout juste à fait, tout après. Il y à en fait. a effectivement aussi les journées, je rebondis sur les journées d'immersion. C'est Ça, c'est ça. vraiment crucial. C'est ce En que vous fait, évoquez, c'est ça. Christophe. En termes de méthode générale, puisque là on parle du fondement même de ce qu'est l'orientation, vous disiez apprendre à apprendre est une compétence aujourd'hui, mais finalement l'orientation professionnelle aussi devient une compétence très forte. Et donc en termes de méthode, la première partie finalement, c'est d'explorer, d'envisager tous les possibles, sans distinguer quoi que ce soit, sans se freiner finalement, en se disant j'explore et je verrai bien. Et là aussi, on le disait en toute sérénité, en toute confiance, il y a pas d'échec encore une fois. Mais pour explorer, effectivement, il est important de ne pas explorer que par des ouvrages, que par des magazines. Il faut effectivement aller sur place, rencontrer, interviewer. On arrive aux fêtes de Noël, Bien sûr. on va rencontrer ses oncles et tantes. Tout le monde a un métier, un emploi. C'est vraiment l'occasion en fait de poser des questions aux gens qui nous entourent, comprendre ce qu'ils font au quotidien. Parce que parfois, et moi je le dis en toute conscience, quand j'avais 17 ans que je passais mon baccalauréat, je suis assez vieux pour avoir passé un vieux bac, le bac C, D'accord. mais on se posait vraiment déjà des questions. C'est quoi un métier d'ingénieur? Moi, à 17 ans, je ne me projetais pas nécessairement. Et donc, le meilleur moyen, c'est de poser des questions à des gens qui exercent en fait le métier. Et parfois, ça peut être intéressant d'aller en entreprise aussi, interviewer Hmm. des personnes. Les gens aiment parler aussi de leur métier, de ce qu'ils font, et ils sont tout à fait ouverts à cela. Donc la première partie en termes de méthode, c'est vraiment cette exploration. Et la deuxième partie de la méthode, qui est tout aussi importante, c'est d'identifier ce qui pour soi a de l'intérêt. Ce qui pour soi, effectivement, peut occasionner du plaisir au Hmm. travail. Parce que ça, c'est important aussi. On apprend que ce qu'on aime, mais on est aussi efficace au travail parce qu'on aime ce que l'on y fait. Et donc, il faut se poser ces questions en toute conscience, en toute sérénité, parce que ça sert vraiment à rien de faire des choses qu'on n'aime pas faire dans son métier. Sinon, on risque de Mhm. changer beaucoup de fois Et de métier d'ailleurs, dans la sa vie professionnelle. génération qui nous intéresse, elle est très portée là-dessus, on le sait, hein, cette Oui, fameuse génération quête de Z, sens. quête de sens, Exactement. plaisir, Absolument. c'est vraiment Ça, important. ça a beaucoup évolué. On parle de passion. De toute façon, les métiers de l'ingénieur sont quand même, c'est des métiers de passion. C'est pas un métier flou dans lequel on se dit, tiens, bah, je vais me poser dans cette Oui, filière et puis je vais voir ce qui et se puis je passe. vais voir ce qui se passe. Non, Non, c'est très concret et on est vraiment dans des aptitudes. Donc, il faut aimer il et faut aimer. c'est un engagement quelque part. C'est un engagement, et je reprends un mot que vous aviez abordé tout à l'heure, c'est pas un tunnel. C'est-à-dire qu'en fait, quand on s'engage dans cette voie, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir demain rebondir. On va faire son métier pendant 2, 3, 4 ans, et puis après, d'autres opportunités vont nous être possibles. Et donc, ça nous permet d'évoluer. Je pense que on est passé par des parcours à peu près similaires. On a fait pas mal de choses dans notre vie d'ingénieur. On est maintenant dans la formation. Peut-être que demain, on en sortira pour aller encore vers d'autres horizons. Voilà, c'est tout l'intérêt de pouvoir réanimer sa passion à un moment donné, réveiller d'autres passions. Alors, puisqu'on est sur les conseils pour bien aborder Parcoursup, tout à l'heure, Christophe, vous avez évoqué ce fait de bien comprendre les attendus dans chaque choix qu'on va faire. On parlait en préparant ce live
qui a presque 20 000, un peu plus de 20 000 Oui. options possibles sur Parcoursup. Donc c'est vrai que c'est foisonnant, ça peut tout d'un coup impressionner, mais c'est aussi quelque chose de très précis qui peut permettre à chacun de trouver exactement sa bonne formation. Et donc CESI a des attendus, comme toutes les grandes écoles. Il faut vraiment bien étudier ces attendus pour arriver avec un dossier le plus complet possible et le plus adapté possible. C'est ça. Et même en fonction des différents programmes auxquels on peut candidater à CESI, les attendus ne vont pas être les mêmes. Par exemple, sur le programme Grande École, dès le cycle préparatoire, évidemment, on va regarder l'appétence du jeune pour les sciences, pour un parcours un peu plus académique tout de même. Parce que ça va être important dans les compétences d'ingénieur de savoir finalement rentrer dans la boîte noire pour comprendre comment elle fonctionne. Et puis on a d'autres parcours qui sont moins académiques, qu'on qualifie souvent de plus professionnels, mais en tout cas plus technologiques, de spécialité, où là effectivement c'est plutôt la compétence métier qui va être importante avec une dimension qui peut être moins scientifique. De la même manière pour l'international, une formation d'ingénieur nécessite une maîtrise impérative de l'anglais à minima, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres formations. Donc en fonction aussi de là où on est performant finalement au lycée, on peut aussi choisir sa formation. Alors pour nous, ce n'est pas nécessairement d'ailleurs la performance académique au lycée le premier des critères de choix pour nous sur un candidat. C'est vraiment l'engagement qu'il va avoir dans sa formation, sa motivation pour réaliser la formation. Parce qu'on le sait, quelqu'un qui est motivé, qui a envie d'atteindre son but professionnel, engagera beaucoup plus d'efforts et d'énergie pour y arriver. Donc compensera finalement parfois certaines lacunes. Tout à fait. C'est d'ailleurs un élément qu'on souhaite mesurer auprès de tous nos candidats en les recevant systématiquement lors d'un entretien. On ne regarde pas que leur dossier, on veut échanger avec eux dans cette phase de candidature pour pouvoir justement sentir aussi leur appétence. Et il faut avouer que parfois un dossier plutôt moyen va nous apparaître plus intéressant quand on a rencontré le jeune. À l'inverse, un dossier qui semblait finalement excellent semble moins convaincant parce que lui-même, le jeune n'est pas convaincu par l'orientation qu'il Tout à souhaiterait fait. prendre, par exemple. Mais c'est aussi la raison pour laquelle il faut que le dossier soit vraiment porté par le jeune, qu'il écrive les choses avec ses mots. Parce que tu le disais aussi tout à l'heure, la lettre de motivation, si elle est écrite par ses parents avec toutes les bonnes intentions qu'il peut y avoir, cela se voit, mais ça se verra aussi lors de l'entretien, Exactement. qui est un entretien d'échange. Ce n'est pas un entretien d'embauche, de Oui, on recrutement. ne cherche pas à faire trébucher le jeune. Voilà, ce n'est pas des entretiens pièges. On cherche à aller plus loin dans la connaissance du candidat pour identifier s'il a effectivement les chances de réussite. Parce que notre mission à nous, c'est de l'emmener à l'examen, de le faire réussir pour qu'il trouve un emploi derrière. C'est ça notre mission. Et voilà, c'est un engagement, un élan collectif finalement, la réussite des jeunes. Il faut avoir ça en tête. Il y a Exactement. beaucoup de bienveillance au début et presque de neutralité quand on accueille un jeune. On se dit tiens Tout à voilà, je le découvre. Oui. Qui es-tu quoi? C'est un peu C'est exactement ça. l'abord. Alors, on va peut-être maintenant évoquer une partie, là, puisqu'on est sur les conseils pour bien se préparer. Les spécialités qui sont aujourd'hui un questionnement assez fort. Quelles options je prends pour compléter mon parcours? On va évoquer tout de suite cette thématique. Alors, les spécialités, c'est un grand sujet depuis quelques années maintenant dans les familles. Oui. On se dit, tiens, alors si je ne prends pas celle-là, c'est rédhibitoire, je ne pourrai pas intégrer. Alors,
on va tout de suite désamorcer. Bon, les maths, les physiques, la physique, comment ça se passe quand on veut faire un parcours d'ingénieur? C'est un peu, c'est un peu le passage obligé. C'est un peu le passage obligé, mais avant cela, je pense qu'il faut toujours dans la logique des conseils, et là qui s'adresserait peut-être aux parents qui ont des enfants aujourd'hui en seconde ou en première, parce qu'ils sont en train de travailler sur ces problématiques de spécialité, c'est de ne pas tomber dans le piège de choisir la spécialité parce qu'on a de bonnes notes dedans. C'est vrai qu'il y a toujours le baccalauréat en cible et une mention, bien évidemment. Donc on se dit, oui, si je suis bon dans cette matière, j'aurai une très bonne note et j'aurai une mention. C'est peut-être le piège, parce que si on construit son parcours comme ça, il va peut-être manquer de cohérence vis-à-vis d'une poursuite d'études, et l'école, l'université qui va recevoir le dossier va se dire, bah, tiens, pourquoi il a choisi ça, et il lui manque des petits critères. Donc il est bon de se projeter un petit peu. Mais comme vous l'avez dit, bon, si on parle d'ingénierie, on va être dans les matières de la sphère scientifique, comme on dit. Les mathématiques, même si on n'aime pas, ça paraît quand même essentiel. Et puis les dernières informations sur le renouveau des mathématiques au lycée le confirment. Hein, ça va dans le bon sens, ça il va fallait dans- redresser la barre parce qu'il y avait voilà. un petit glissement de terrain. Quand même. Voilà, même si logiquement, les jeunes qui voulaient s'orienter vers des études d'ingénieur choisissaient assez quand même majoritairement les mathématiques. Mais après, bah, il y a les autres matières, de la physique, du numérique, des sciences de la vie et de la terre, des sciences de l'ingénieur, comme son nom l'indique. Donc toutes ces matières sont pour nous prioritaires dans le parcours du jeune au lycée pour pouvoir prétendre demain rentrer chez nous. Et les maths qu'on voit comme une matière très abstraite, finalement, on se rend compte avec le numérique, avec tout ce qui est la mesure, avec tout ce qui est la logistique aujourd'hui, les maths sont au cœur de la vie, quelque part, avec des applications très très concrètes. Oui. Donc c'est une matière qu'il faut aussi réhabiliter en lui enlevant ce côté un petit peu abstrait qui fait Oui, peur. Tiens, je Poussiéreux, comprends rien. oui, c'est Donc, ça, oui, tout à fait. Et puis les mathématiques peuvent être vues de différentes manières. Il y a des mathématiques qui vont être effectivement très abstraites, très théoriques, mais il y a aussi une partie des mathématiques qui vont être très concrètes, très applicables. On a différents niveaux finalement. Et là où si on rejoint en fait ce qu'on disait tout à l'heure, parce que c'est important, là il ne faut pas qu'on pense que Parcoursup effectivement c'est quelque chose de difficile. Et encore une fois, il faut voir les choses de manière sereine et absolument pas anxiogène, parce que dans la réalité, l'offre de formation, c'était 21 000 formations en France. En fait, il existe différentes voies pour arriver finalement à un résultat qui est pratiquement identique. Si par exemple on souhaite être développeur de programmes en informatique, on peut effectivement passer par la voie des formations d'ingénieurs, mais on peut passer par la voie des formations universitaires ou des formations technologiques et professionnelles. Donc différentes voies possibles en fonction effectivement des appétences de chacun, des facilités de chacun, mais aussi des envies de chacun. Et puis bah, peut-être que ce métier finalement, parce qu'on va arriver au même résultat, sera exercé dans parfois des secteurs d'activité un peu différents, certains nécessitant par exemple un très haut niveau quand même de mathématiques. Hein. Je pense par exemple à l'aéronautique où là effectivement on va faire beaucoup de calculs, on va faire, et il est préférable dans ces secteurs-là quand même de passer par les voies d'ingénierie, puisque c'est beaucoup plus adapté au métier au quotidien dans ces filières-là. Mais d'autres filières, par exemple développer des systèmes d'information, de la cybersécurité, par exemple dans le secteur bancaire ou autre, différentes voies sont possibles. L'ingénierie certes, mais aussi d'autres voies. plusieurs portes d'entrée, donc ça aussi, ça peut détendre là-dessus. Et ce qu'on voit, c'est que le choix des spécialités, en fonction des catégories, peut orienter sur le nombre de filles, de garçons. Comment ça se passe dans les cursus? Donc si on reste sur ces spécialités. Sociologiquement, c'est vrai qu'il y a encore malheureusement une répartition garçon-fille un peu trop marquée, peu de filles dans l'ingénierie, d'une manière que nous, on ne comprend plus, puisque Zola, c'est terminé. Hein, Oui, oui. Mettez les pieds dans une entreprise qui fabrique des automobiles aujourd'hui, vous pouvez manger par terre sans problème, il n'y a plus de graisse, en tout cas tout ça est très bien fait, on est sur quelque chose qui est de haut niveau technologique souvent, et en plus,
c'est tellement étrange que souvent au lycée, les jeunes filles ont un niveau de réussite dans les sciences qui est un peu supérieur aux garçons. On ne va pas dire peut-être qu'elles sont plus assidues, mais voilà, peut-être quand même. On ne va pas faire La logique féminine, peut-être, Voilà, on sait pas. peut-être, En on tout sait cas, voilà, pas. on ne l'explique pas. Et étrangement, elles s'orientent moins vers ces métiers qui leur seraient de toute façon adaptés, ce qui crée un déséquilibre malheureux pour nous, parce qu'on souhaiterait quand même que dans nos formations, il y ait un bon équilibre garçon-fille, ce qui favorise de toute façon aussi les échanges et l'écoute culturelle. On voit qu'on a une femme astronaute qui part, En plus, voilà, qui c'est une qui belle a été, preuve. voilà, qui est rentrée dans le programme. On la félicite d'ailleurs très fort. Les femmes s'installent quand même dans les Oui. métiers. On le voit à la tête des entreprises. Enfin, même la femme digitale aussi, dans le numérique, il y a des très très belles réussites. Donc ça progresse. Ça progresse. On reste toujours un peu autour des 30% dans l'industrie de personnel féminin, ce qui, voilà, on peut faire mieux, mais il y a quand même toujours ce développement et puis une accumulation de belles histoires et Oui, d'inspiration qui se fait, qui est quand même porteuse. Donc, donc ça, c'est l'importance des spécialités par rapport au cursus, on vient de l'évoquer. Est-ce que on a évoqué la désirabilité aussi sur ces spécialités, est-ce qu'on a un petit conseil supplémentaire à apporter? On a Oui. vu choisir les matières, pas forcément dans lesquelles on est bon, mais aussi celles qui vont servir le qui vont métier. servir le métier. En fait, ça rejoint ce que l'on disait tout à l'heure sur la phase d'exploration et puis sur la compréhension des attendus en fait des formations. Euh, il va falloir voir les choses avec réalité. Il y a certaines formations d'ingénieurs ou universitaires qui nécessitent une très bonne connaissance des mathématiques, de la physique, des sciences du vivant, etc. Parce que ça fait partie du socle de base pour pouvoir réussir la formation. Donc, si la formation, si le métier visé nécessite cela, bien évidemment, il faudra choisir des spécialités scientifiques au baccalauréat parce que c'est nécessaire. Alors c'est vrai que euh, ça ne se fait pas que lors de la phase d'ouverture de Parcoursup en réalité. Ça se fait bien en amont. Alors c'est peut-être là où naissent justement cette anxiété par rapport à ces choix d'orientation, parce que finalement les choix d'orientation apparaissent dès la Dès la seconde et seconde. peut-être même encore avant. Mm. Bon, alors c'est une réalité, maintenant il faut les faire petit à petit. Alors il faut de la curiosité, hein. Choisir son orientation, c'est aussi être curieux. Et c'est vraiment voilà, Et puis, il faut aussi, toujours dans l'idée de se détendre un peu par rapport au choix qu'on fait, on parle peut-être de direction. On sait pas, on Exactement. signe C'est pas, ça. on Il y a va toujours des l'évoquer juste possibilités. après. Il y a énormément de passerelles aujourd'hui. Exactement. On s'engage dans une direction. C'est pas, tiens, Mm. je signe à 18 ans. Exactement. Ce que je ferai L'orientation dans 20 se ans. fait un peu en entonnoir, c'est-à-dire que vous allez vous spécialiser petit à petit, Voilà. mais ça ne se fait pas de manière brutale. En revanche, effectivement, il faut identifier les grandes orientations sur ces choix d'orientation. Et dès la seconde, parfois même un peu avant, il faut commencer à se poser des questions. D'ailleurs, nos collègues enseignants dans les lycées sont tout à fait aguerris à ça Oui. et accompagnent les élèves dans ces questions-là, qui sont vraiment très très importantes. Une recommandation peut-être? Oui, on est toujours dans les conseils. Restons ambitieux. Hum. Hein, alors on disait tout à l'heure, les métiers d'ingénieur, c'est des études souvent longues, présentées, difficiles. Parfois, certains jeunes se censurent de manière un peu inutile là-dessus. N'hésitez pas. Hein, et comme on le disait, c'est pas forcément peut-être à travers des classes préparatoires que l'on va rentrer, mais peut-être par un palier intermédiaire qui sera une formation d'un bachelor, d'une licence, et qui finalement, au bout de 2 ou 3 ans, dans la réflexion, nous dira, bah oui, j'ai encore du jus, comme on dit, je peux y aller. Ça, ce sont des choses très importantes. C'est que parfois, il faut aussi accepter de prendre un tout petit peu plus de temps sur son parcours. En fait, les individus sont tous différents. Certains y arrivent en 5 ans et d'autres vont y arriver en 6, en passant par une étape intermédiaire. Mais ce n'est pas un échec, ça. C'est une belle construction de son parcours, justement, personnel, pour arriver à ses fins.
Alors, on reviendra sur cette thématique. S'engager dans une voie, c'est aussi pouvoir changer de cap. On va y revenir dans quelques instants. On va découvrir avant le calendrier un peu de Parcoursup pour que tous ceux qui nous regardent aient une vision juste sur les grandes étapes de ce process. À tout de suite. Alors, on va se retrouver dans quelques instants aussi pour des questions, puisqu'on vous a incité à profiter de nos deux invités aujourd'hui. Jade me dit qu'il y en a beaucoup, donc on va y venir dans un instant. Un coup d'œil sur le calendrier que Vincent, à la réalisation, va nous afficher à l'écran pour qu'on ait un peu les grandes étapes de Parcoursup. Comment ça se passe? On est en décembre. Décembre, écoutez, là, on approche Noël et puis on va approcher la date d'ouverture du portail. Donc, le 20 décembre, le portail va s'ouvrir pour que les candidats puissent commencer à regarder l'éventail. Et puis, assez vite, ils vont pouvoir formuler leurs vœux. Ils auront, si on donne très synthétiquement les dates, jusque début mars, le 8 mars, 6 mars, j'ai plus Alors, la date. Je prends mon petit. Ton Parce pense-bête. qu'effectivement, il est nécessaire d'être très précis. Effectivement, du 18 janvier au 9 mars, 9 mars. c'est voilà, la ça. réalisation des vœux. Donc, on a 2 mois et demi à peu près pour pouvoir exprimer ses vœux au travers de l'exploration qu'on a faite juste avant. Donc, c'est une phase effectivement qui est importante. Et le 9 mars, c'est le dernier jour effectivement pour réaliser ses vœux. Alors, il Alors, faut pour bien repérer la Pour date. formuler un vœu, Pour formuler pour un être vœu. précis, et effectivement le valider après jusqu'au 6 avril. C'est cela. Voilà, et donc à partir du 6 avril, là c'est clair, le portail se ferme. C'est ça. On entre dans la phase où les écoles vont mouliner, si on peut dire ce mot un peu trivial, l'ensemble des dossiers pour les analyser, passer les concours, faire les entretiens et établir leur classement de choix pour pouvoir faire ses propositions. Le portail s'ouvrant. Alors juste les sur la dernière propositions. date, effectivement, 6 avril, c'est la date terminale pour valider ses vœux, mais aussi pour constituer son dossier. Donc au risque d'être un petit peu insistant, il ne s'agit Oui. pas de s'y prendre le 5 avril Oui. pour finaliser son dossier. Il y a une vraie réflexion, encore une fois, sur la lettre de motivation. J'insiste là encore, c'est vraiment un élément essentiel sur la compréhension des attendus et y répondre en fait de la manière la plus adéquate, la plus possible, pour donner toutes ces chances possibles aux candidats. Encore une fois, et ça c'est une incitation extrêmement forte du ministère de Parcoursup auprès des établissements, d'aider en fait les jeunes à maximiser finalement leurs chances de réussite au travers de conseils très précis. Donc on demande de le faire, mais voilà, il faut vraiment prendre conscience de cela et prendre le temps en fait de réaliser ce dossier. Le 6 avril, la plateforme se ferme et là, c'est nous qui rentrons C'est nous qui pleinement prenons la main. Là, ça en bosse jeu. derrière, en coulisses. Ça bosse, alors là, c'est Exactement. parti. On étudie tous les dossiers et là, on identifie ceux qui pour nous ont les meilleures chances de réussite, etc. Très bien. Donc, l'exploration, ouvrir un dossier, noter plein de choses, et puis y aller progressivement, C'est construire à la fois sa motivation, sa connaissance des métiers, etc. Donc, on a bien eu les dates. On reparlera après des portes ouvertes Petit rappel fin simplement d'émission. pour Oui, préciser, ce calendrier concerne les formations sous statut étudiant. Hein, c'est toujours bon de le rappeler. tout à Il fait. n'est pas soumis, les candidats à l'apprentissage ne sont pas soumis Ils à peuvent ce même émettre leurs processus. vœux quand ils veulent. Quand ils veulent, parce que c'est un petit peu différent. Là, c'est vraiment les entreprises. Il y a un travail Exactement. un peu Beaucoup. tripartite avec Et beaucoup plus au fil de l'eau. Tout à fait. Alors, on va revenir sur ce principe de s'engager dans une voie et puis de rester très ouvert aux différentes opportunités de carrière. On va évoquer cette thématique tout de suite après le jingle. Alors, on le répète depuis le début de ce live, aujourd'hui, les métiers d'ingénieur sont très transverses. On peut même étendre au-delà des métiers d'ingénieur, Bien mais sûr. puisque là, on est focalisé là-dessus. Une formation, ça se construit, peut-être plus par briques aujourd'hui que dans un esprit très linéaire, comme on avait avant. Il
Il y a beaucoup de passerelles, on l'a évoqué dans les formations. Vous pouvez accueillir des gens qui ont fait 3 ans avant et ils vont venir compléter leur master. Donc là-dessus, il faut revenir aussi pour les parents qui nous regardent. La formation d'ingénieur, ça se construit, c'est une démarche. On essaye, on confirme ou pas. Et du coup, on va pouvoir après changer, évoluer. Effectivement. Et il n'y a pas d'échec là-dedans, c'est plus une construction. Alors d'ailleurs, en général, oui, il faut aussi rassurer les parents. Il n'y a pas d'échec si leur enfant s'est engagé dans une voie, puis que finalement il s'aperçoit au bout d'un an que ce n'est pas celle qu'il lui faut, dont acte. On tire aussi des leçons de ce pseudo-échec et on apprend toujours quelque part des choses. Donc rassurez-vous, une formation c'est toujours utile. Et s'il y a une réorientation à la fin, eh bien, il vaut mieux ça que de s'engager dans une voie très très longue sur des rails et puis de ne pas sortir de cette voie avec quelque chose, j'allais dire, d'utile pour l'avenir professionnel. Et il y a d'une part les établissements qui mettent en place des formations passerelles qui sont vraiment construites pour permettre, comme leur nom l'indique, une passerelle vers d'autres formations. CESI d'ailleurs en propose également des formations qui permettent d'accéder au cycle ingénieur, au programme grande école, mais sans finalement être ni une classe préparatoire intégrée, ni une classe préparatoire aux grandes écoles, donc d'autres voies, alors qui sont certes plus confidentielles, plus anecdotiques, ce n'est pas des flux de personnes énormes. Et puis de l'autre côté, il y a, faut le rappeler, ces systèmes d'équivalence qui permettent de passer par exemple d'un Master 1 dans un établissement à un Master 2 dans un autre établissement par équivalence du programme réalisé. Alors tout n'est pas toujours possible, ça s'étudie au cas par cas, mais il y a quand même ces systèmes d'équivalence qui existent et qui fonctionnent très très bien. Donc on le voit, voilà, une formation aussi qui peut s'établir en confiance, avec beaucoup de passerelles aujourd'hui entre les filières. Et on peut même parler du côté hybride de beaucoup de métiers. Exactement. Aujourd'hui, on n'est plus sur un savoir-faire socle qui va durer pendant 30 ans. Non, on est sur des... Et on se forme tout au long de la vie, effectivement. On va reprendre des modules de formation pour manager, pour basculer dans un secteur ou dans un autre. Et ça fait partie de la vie professionnelle aujourd'hui, de l'ensemble des personnes. Il faut être prêt à rebondir. Et d'ailleurs, sur cet aspect-là, CESI a aussi dans son ADN cette culture de bâtir le projet professionnel, d'identifier les compétences dont on a besoin et de s'y préparer le mieux possible à travers les différentes formations. Alors, avant justement de passer à vos questions, parce que je sais qu'il y en a eu pas mal, on va y répondre très rapidement dans un instant. On va évoquer les métiers, puisqu'on est sur cet aspect professionnel. On va parler des métiers de demain. Ça aussi, il y a des questions là-dessus. Alors, les métiers de demain, le monde professionnel bouge beaucoup. On vient d'évoquer l'aspect hybride de certaines professions aujourd'hui. On parle des data scientists. L'industrie a besoin de... Les cas de filières qu'adresse CESI prioritairement sont des filières qui embauchent beaucoup, où les métiers se reforment. Comment ça se passe aujourd'hui? Comment vous voyez les métiers de demain? Comment vous avez cette approche? Écoutez, les métiers vont évoluer, c'est sûr. Alors dire qu'il y a des métiers qui disparaîtront, il y en a des nouveaux qui apparaîtront, oui, mais tout ça s'établira dans la durée. Ce qu'on voit très nettement aujourd'hui, c'est l'arrivée du numérique de manière vraiment très très transversale sur l'ensemble des métiers, alors particulièrement dans l'ingénierie. Ça, c'est très vrai. Et puis, on est dans ce contexte de transition écologique, de soucis sur l'avenir de notre planète et tout ce qui tourne autour de l'énergie, des déchets, de la manière dont on se déplacera demain. On sent que les choses vont bouger. Les ingénieurs aujourd'hui sont de toute façon dans les starting blocks. Ils ont déjà réfléchi à certaines solutions, mais il y a un accent qui est très très fort sur le sujet. Donc en plus, il y a un côté, pour rejoindre une passion, un côté très intéressant de se dire j'aurai demain mon empreinte dans cette logique. Et pourquoi pas, on parlait de l'aéronautique et du spatial, on repart sur la Lune. Demain, après-demain, ce sera peut-être un peu plus loin sur Mars. Tout ça, ça fait aussi briller les étoiles, comme on dit. C'est très important.
Excellent. Donc, les métiers de demain. Comme il y a beaucoup de questions, je vous propose de les évoquer maintenant. Alors, Marina nous demande quelles sont les erreurs à éviter dans Parcoursup. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais allez. Alors, allez. l'erreur typique, c'est de se focaliser sur le dossier purement académique, bulletin. purement scolaire, Le le bulletin. bulletin. Voilà. Ok. Donc, premièrement, on ne se focalise pas sur le bulletin. Il y a la lettre de motivation. Alors, justement, on a eu dans la lettre de motivation, on avait une question de Sylvain. C'était la différence entre la lettre de motivation de Florence. La différence entre la lettre de motivation et la fiche à venir. Alors, la fiche à venir, c'est ce qui est rempli par les enseignants, par le corps enseignant de l'école, donc qui va donner un avis sur sa capacité de réussir dans la formation qu'il a choisie. La lettre de motivation, ça vient de c'est soi. l'élève. C'est l'élève. Donc le distinguo est fait pour Florence. Donc on le voit. Sinon, l'erreur à éviter, number one, c'est de se consacrer uniquement au bulletin. De penser que ces notes vont suffire. Alors, Marina qui posait également la deuxième question, vos conseils pour un bon dossier. On l'a quand même pas mal évoqué tout à l'heure, donc ça se retrouve dans le replay. On a beaucoup évoqué tout à l'heure. Une question d'Audrey. Parcoursup concerne-t-il toutes les filières générales techno et pro? Oui, bien sûr. Bien sûr. On a dans cette grande variété d'offres de 20 000, il y a... Alors, juste une précision. Vous avez la très grande majorité des formations qui sont référencées dans Parcoursup. C'est ce qui fait sa force, avec son moteur de recherche qui permet d'identifier assez facilement des formations qui peuvent nous intéresser. Mais toutes les formations ne sont pas non plus dans Parcoursup. Vous avez un certain nombre d'établissements qui choisissent de ne pas y apparaître. Et puis, par exemple, à Saisie, sur le domaine professionnel et technologique, nos formations sous statut étudiant n'y sont pas référencées. Seules les formations en apprentissage sur le domaine professionnel y sont référencées. D'accord, c'est ce qu'on appelle les hors Parcoursup. Hors Parcoursup. Exactement. Voilà, il y a des formations qu'on peut trouver et qui seront également à étudier. Alors, on a une question de Hugues qui est intéressante et c'est vrai que les parents se la posent souvent. Comment Parcoursup prend en compte les différences de notation et de niveau? Là, je vais plutôt revenir aux professionnels comme vous qui sont en coulisses, qui disent tiens, on reçoit tous ces dossiers-là. C'est vrai que les établissements ne notent pas de la même façon, ne notent pas. Donc, comment ça joue cette histoire de... C'est pris en de compte, noter. effectivement. Tous les établissements d'enseignement supérieur savent qu'il y a des lycées qui notent de manière beaucoup plus sélective, d'autres peut-être un petit peu moins, et ont un coefficient modérateur pour se dire, effectivement, cet élève qui a eu 12 dans ce lycée, il aurait peut-être eu 14 dans tel autre, et recalent quelque part leur analyse là-dessus. On a tous l'expérience des établissements qui sont dans notre bassin, voire même très élargi. On les connaît. Il y a des classements qui paraissent, j'allais dire, par l'étudiant notamment chaque année, qui identifient un petit peu tout ce monde-là. Donc, pas d'inquiétude. Cette différence n'est pas pénalisante aujourd'hui. Très bien. Donc ça, c'était la réponse à la question de Hugues. Caroline nous demande comment trouver une bonne spécialité dès la seconde qui correspond à une formation si l'élève n'a pas d'objectif professionnel. Alors, s'engager sur une spécialité avant même de savoir ce qu'on veut faire, se dire, tiens, je choisis ça. On va être honnête, peu délicat. en seconde, il est un peu difficile de se projeter sur un métier, hein, et les stages qui sont proposés au lycée y contribuent normalement. D'une manière logique, on sent quand même à ce moment-là, et là les enseignants dans l'orientation ont une grande part de responsabilité, si le jeune, à ce stade-là, il peut réussir dans telle ou telle voie et doit faire une orientation conseillée vis-à-vis des parents. Je pense qu'il faut rester quand même ambitieux, il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas parce qu'on a eu des difficultés en maths en seconde qu'on est perdu pour les mathématiques, par exemple, ou pour l'anglais, ou pour l'histoire. Et essayer quand même de se projeter un minimum sur le sujet. C'est, encore une fois, hein, le choix d'une spécialité, il va préorienter le parcours, il ne va pas le définir et fermer des portes. Hein, voilà, alors celui qui effectivement n'aurait pas fait du tout de mathématiques pendant son lycée, bon, il semblerait difficile pour lui de justifier de vouloir poursuivre en école d'ingénieur. Et encore, le choix de la spécialité ne va pas être totalement rédhibitoire ad vitam aeternam. Si par exemple, sans le savoir, mais peut-être que quelques années après, on va travailler dans la qualité, sécurité, environnement dans l'entreprise,
Ça, ce sont des catégories de métiers qu'on peut accéder par la filière ingénieur et par des Par filières d'autres. non ingénieurs. Donc, même si on n'a pas choisi effectivement des spécialités scientifiques, certes, ça peut nous fermer des portes sur certaines filières ingénieurs. Et encore, je dis bien avec toutes les modérations possibles, parce que, Il y a les encore paliers une dont on fois, parlait, hein, il y a, les autres et puis il y a formations des qui permettent dispositifs de d'accéder. remédiation qui se mettent en place, des passerelles, etc. Donc, il y a des possibilités. Et puis, de toute façon, il y a d'autres voies possibles pour arriver au même résultat. Dernier mot, Très bien. si on ne sait vraiment pas, priorité à ce qu'on aime. C'est ça qui nous Très fera bien. découvrir. On garde en tête priorité à ce qu'on aime. Dans les questions très rapides, il nous reste une petite minute, un peu plus. La mention au bac, un élément de sélection pour vous? Oui, non? Oui, beaucoup Oui. d'écoles prennent ça comme un élément de sélection. Aujourd'hui, beaucoup d'élèves ont une mention au bac, mais je le disais, euh, ne tombons pas dans le piège de viser cette mention au détriment d'une cohérence du parcours. Et nous, par exemple, on préférera certainement plus une régularité dans les bulletins qui est perçue plutôt que des éclats dans certaines matières et des grosses difficultés dans d'autres. Très bien. Olivier, qu'est-ce que les vœux en apprentissage? Olivier, le replay, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, des vœux en apprentissage, les deux filières différentes sur Parcoursup. Autre question de Marina, la démarche Parcoursup conditionne un petit peu les jeunes. Est-ce qu'un littéraire peut devenir ingénieur? On l'a évoqué, il faut quand même aimer les maths, donc il y a quand même ce... Il faut aimer les maths. On Mais peut on être- se rappelle de certains philosophes qui étaient de grands mathématiciens. Hein, Exactement, donc, les l'un deux ne sont n'empêche pas pas l'autre. incompatibles. Exactement. au contraire. Un lycéen qui arrête les maths en première peut-il être pris quand même en BTP 2 dans votre école? En école d'ingénieur, alors Ouais. s'il arrête les maths en première, la recommandation qu'on lui fera, c'est qu'en terminale, il prenne l'option maths complémentaires, qui va garder quand même un socle de mathématiques assez conséquent pour pouvoir prétendre entrer en école d'ingénieur. Alors, peut-être la dernière question, Nathalie. Quelle prépa intégrer en ayant suivi les spécialités NSI et maths en terminale? Toutes les prépas intégrées des écoles d'ingénieurs sont adaptées. On sent que c'est adaptées. quelqu'un qui va être plus orienté vers l'informatique demain, mais le parcours de prépa étant générique, aucun problème. Très bien. Alors, il y avait d'autres questions, on n'a pas pu les prendre toutes parce que, effectivement, il y a beaucoup. On peut suivre, bien sûr, sur les réseaux. On rappelle également les portes ouvertes. Il y a une grosse journée qui arrive le 3 décembre. Donc, fait. sur tous les campus saisis, portes ouvertes. Donc, c'est là qu'il faut aller, les parents, les enfants, les élèves, aller découvrir, aller parler, échanger avec les profs et les jeunes qui sont là-bas. C'est essentiel. Voilà, c'est essentiel. Et il y a des éléments de comparaison, hein, ne focalisez pas sur une école ou deux, mais Absolument. vraiment poser les questions à des tas d'écoles. On parlait des métiers d'avenir tout à l'heure. Essayez de sentir aussi le dynamisme de l'école ou de l'institution sur cette vision-là. D'accord. C'est important. Sur les métiers d'avenir. Et l'état d'esprit des étudiants qui accueillent lors des journées portes ouvertes, qui, voilà, normalement, vont pouvoir aussi discuter avec les gens de leur génération et échanger sur le fait que quand on est en école d'ingénieur, on y vit bien normalement. Faut enlever ce cliché de quelque chose qui est un vrai sacrifice, sur lequel c'est très dur. La vie Ah, étudiante est formidable La vie aussi. étudiante est Voilà. formidable. Parfois, on la regrette un petit peu. Bon, un métier de passion, on restera sur ce mot-là, voilà, la passion, l'engagement. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On reste branché sur les réseaux, affaire à suivre pour tous ceux à qui on n'a pas pu répondre en termes de questions. Et puis, à très bientôt sur l'étudiant pour un nouveau live. Merci.